Vous avez bien profité des vacances, rechargé les batteries. Vous avez de la chance car elle, pas vraiment. Elle, la présidente de l'UDC vaudoise, Fabienne Despotes. Prise dans une tornade politique en pleine canicule, tout comme l'ensemble de son parti cantonal. Enregistrement de collègues à leur insu, accusations, chantage. Bonjour le niveau. De pétard mouillé en pétard mouillé, je suis convaincu qu'on prépare une bombe à retardement. Très classe tout ça, alors que s'ouvre la campagne des fédérales. Une course à laquelle les candidats de toute la Suisse n'ont jamais été si nombreux à prendre part. Mais en ont-ils l'étoffe? Car le festival UDC de l'été n'est qu'un des spectacles peu reluisants offerts au public. On se lâche dans les hémicycles. On s'invective sur les réseaux sociaux. Nom d'oiseau par-ci et incompétence par-là. Ce n'est pas le pauvre peuple neuchâtelois qui dira le contraire, lui qui a subi les affaires Monard et avant Hénard, Perrin, Legris, Béglin. Et le dérapage n'épargne personne, même pas le vénérable PLR. Rappelez-vous du célèbre « trou du » prononcé par son président national. Alors quoi? Est-on en train de peindre le diable sur la muraille ou le niveau des politiciens rase-t-il les pâquerettes? À l'heure de la rentrée politique, nous nous posons la question: sont-ils encore à la hauteur de leur noble tâche? C'est tout de suite le débat d'Infrarouge. Monsieur, bonsoir, bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. Très heureuse de vous retrouver. Après la torpeur estivale, voici l'effervescence politique. Le 18 octobre prochain, vous élirez vos représentants à Berne. Mais qu'est-ce qui motive encore tous ces candidats? Nous avons voulu poser la question ce soir. Ont-ils encore envie de servir l'État ou bien pensent-ils avant tout à servir leur carrière? Nous ouvrons le débat avec vous sur les réseaux sociaux et avec nos invités que je vous présente tout de suite. Avec nous ce soir, François Chérix, socialiste et consultant en politique, Carlos Medeiros, vice-président du MCG, Fernand Cuche, ancien conseiller d'État et ancien conseiller national, Luc Bartassa, conseiller d'État genevois, Martine Braunschweig-Graf, ancienne conseillère d'État et ancienne conseillère nationale, et Kevin Grangier, secrétaire général de l'UDC Vaud. Merci à vous tous d'être avec nous. Et ce débat, on commence tout de suite avec cette question. Nos politiciens sont-ils encore à la hauteur? Alors cette question, je vous la pose à vous. Avant tout, Kevin Grangier, bonsoir. Bonsoir. Parce qu'elle nous a notamment été inspirée par vos candidats qui ont défrayé la chronique durant tout l'été. On a l'impression qu'on a touché le fond à l'UDC Vaud. Plaintes, écoute téléphonique, rien n'arrête vos candidats. Alors écoutez, effectivement, l'UDC Vaud s'est retrouvé un petit peu malgré elle, victime d'affaires personnelles qui ont surgi dans la presse, effectivement, depuis la fin du mois de juillet. Et effectivement, aujourd'hui, pour nous, c'est une situation qu'on peut dire un faux départ de campagne. Il va falloir donc rattraper ce faux départ. C'est un euphémisme, hein? Je pense qu'on en a la compétence, on en a en tout cas la conviction. Nous avons aussi les arguments. Notre parti cantonal a fixé un objectif, 5 sièges au Conseil national pour le canton de Vaud. Et cet objectif, il est maintenu. Martine Braunschweig-Graf, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été députée à Genève, parlementaire à Berne et conseillère d'État. On a un peu l'impression que désormais n'importe qui peut faire de la politique, même s'il a fauté. Bon, la question de fauter ou pas fauter, ça on voit dans tous les pays que les gens peuvent se faire réélire en ayant fait à peu près n'importe quoi. Mais là la question qui s'est posée, extrême. Quand je l'ai observée, c'était de me dire, est-ce qu'il y a dans ce canton et au parti UDC une personnalité suffisamment respectée pour pouvoir, dans des moments comme ça, régler des situations. Parce que moi, j'ai présidé un parti, comme d'autres, et on a toujours eu des problèmes de personnes, ça c'est clair. La question, c'est d'être capable, à un moment donné, de les régler. Et moi, ce qui m'a frappé là, c'est qu'en définitive, j'ai vu aucune personnalité émerger qui soit capable, justement, d'être une personne de référence à un moment clé où il y avait vraiment des dérapages extrêmement difficiles. Alors avant de poursuivre le débat, je vous propose de replonger dans le feuilleton estival de l'UDC vaudoise. Retour sur cette saga avec Jean-Marc Hélène. J'ai également déposé plainte contre le maître chanteur et contre mon ex-compagnon. Les éléments qui sont sortis dans la presse ce samedi matin n'auraient pu l'être que par des protagonistes membres de l'UDC. On devait couper des têtes ce soir, on ne l'a pas fait et le fossé va continuer à se creuser.
Trahison, règlement de compte, chantage, les coups bas ont fusé ces dernières semaines au sein de l'UDC vaudoise. Une pomme pourrie à éliminer du panier. La pomme pourrie, c'est elle, Fabienne Despote, présidente et candidate coupable d'avoir enregistré secrètement ses collègues lors d'une séance de crise. Elle a sauvé sa tête in extremis. C'est le énième épisode de ce qui ressemble à une mauvaise série TV. Le point de départ, c'est 2011, avec le décès de Jean-Claude Mermoux. L'UDC vaudoise n'a plus de grand leader capable de rassembler. Claude-Alain Voisblais, qui incarne l'aile blochérienne du parti, est alors omniprésent et c'est insupportable pour les UDC de l'aile paysanne. Les clans se forment, les coups pleuvent, les plaintes se succèdent. L'une d'elles, déposée par Claude-Alain Voisblais, vise même plus ou moins directement le secrétariat général du parti, dirigé par Fabienne Despote. Et les pro-Voisblais se lâchent. Les élections de 2015 sont imminentes et la présidente de l'UDC Vaud donne l'impression de s'agiter dans son bac à sable et de comploter à la manière d'Isnogood. C'est à la suite de cette lettre ouverte que sera organisée la fameuse séance de crise enregistrée clandestinement par Fabienne Despote. Mon but n'était autre que de laisser une trace de mes propos afin qu'ils ne puissent pas être déformés. Des propos enregistrés qui tombent entre les mauvaises mains, celles d'un ancien UDC qui joue la carte du chantage. L'affaire éclate cet été, mais malgré la tempête, Fabienne Despote est maintenue présidente et candidate. À ce mélodrame, il faut encore ajouter la plainte contre Michael Buffat, déposée par une ex-compagne. Ce sont donc 3 importants candidats de l'UDC vaudoise pour les fédérales qui sont au cœur des scandales. La soif de pouvoir et les envies de revanche ont relégué l'intérêt général aux oubliettes. Fernand Cuche, vous avez été député à Neuchâtel, vous avez été parlementaire à Berne et conseiller d'État. Quand vous voyez ce spectacle donné en politique, ça vous inspire quoi ? Ouais, je suis un peu sidéré quand on voit aussi tout le montage qui a été fait. Je me dis, ces gens-là, comme d'autres, dans d'autres partis, dans tous les partis, il y a des rapports de force, il y a des conflits de personnes, il y a des positionnements nouveaux, puis on se bouscule pour essayer en tête de liste, etc. Ce n'est pas seulement lié à l'UDC. Mais quand je vois à quel niveau... Enfin, on n'a pas de débat, on a des règlements de compte pour des gens qui aspirent à assumer des tâches extrêmement importantes dans un contexte difficile, dans un contexte exigeant, où il faut être en forme. Et je me dis, comment vont-ils faire pour mener campagne et retrouver une crédibilité et l'étoffer pour être élus? Je dirais, c'est immature comme position, c'est immature comme discours. Et d'imaginer que publiquement, on en est arrivé à ce déballage devant les médias, alors qu'on est candidat à un poste extrêmement important, je suis un peu sidéré. Thierry Granger, une réponse. Ça jette quand même le discrédit sur la politique, sur les institutions. Alors, il faut effectivement probablement distinguer, dans le reportage qu'on vient de voir, il y a beaucoup d'affaires privées qui concernent des candidats spécifiques. Ça n'enlève rien aux pertinences des idées défendues par l'UDC. Qu'est-ce que vous répondez à M. Cuche ? Je dirais qu'au final, vous savez, le seul jugement qui compte, c'est celui de l'électeur. C'est celui du peuple qui, le 18 octobre, va effectivement décider ou non de sanctionner les personnes qui se sont rendues coupables des agissements que vous venez de présenter dans ce reportage. Alors que ça détériore le climat général au sein du DC, c'est une réalité. Mais finalement, notre parti a des règles, ces règles elles sont respectées, nous sommes un parti fédéraliste, c'était au congrès du DC Vaud de trancher, par personne d'autre, il n'y a pas un homme providentiel qui pouvait le faire. Le Congrès a tranché. Maintenant, c'est les électeurs qui vont dire si oui ou non ce comportement-là, ils peuvent le tolérer à l'UDC comme ailleurs. Alors, Carlos Medeiros, je vois que vous avez envie de réagir. Peut-être je vous présente en 2 mots. Toute la Suisse romande vous connaît pas. C'est vrai que vous avez un parcours totalement atypique. Vous êtes arrivé à Genève en 87 comme saisonnier. Aujourd'hui, vous êtes président du législatif de la ville de Genève. Vous êtes aussi vice-président du MCG. Vous, ces comportements de l'UDC vaudoise, ça vous choque pas ? Absolument pas. Parce que justement, la démocratie, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut en fait? J'écoute ici des uns et des autres dire « Ah oui, mais bon, avant c'était policé, c'était ceci, c'était cela ». Je suis désolé, mesdames et messieurs, les choses ont changé. Aujourd'hui, on est face à des problèmes, d'ailleurs M. Cuche l'a dit, des problèmes graves, des problèmes qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les règles des bienséances qu'il faut mettre en avant, mais c'est surtout des solutions. Et alors, le peuple, il est là.
Le peuple, non, permettez. Vous m'avez Le peuple, non, mal permettez. compris. Non, j'ai dit que ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, vous étiez atterré pour ce que vous voyez. Moi, ça ne m'atterre pas. Moi, c'est le débat d'idées. Il y a eu des choses qui sont passées. Quel projet, quel Attendez, contenu? dans un parti, et d'ailleurs le vert, il y a eu des quelques déboires dans la Suisse alémanique. Quel contenu? Dans un parti, il y a, comme dans toute la société a évolué, ben, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des gens. C'est pas une ordre religieuse, la politique. Hein. Nous allons, comme vous et moi, au restaurant, vous avez des problèmes de famille. On a le droit à faire des erreurs, Ben, c'est ça ce que vous dites, monsieur alors, Medeiros. le seul arbitre et le seul juge, ben, c'est le peuple. Le jour des élections, le peuple il va se prononcer. S'il considère qu'effectivement, ces gens-là, ils ont quelque chose à se reprocher, qu'ils ne sont pas à la hauteur de la tâche pour laquelle ils sont en concurrence, bah, il va le punir. Point. Bah, maintenant... Vous avez dit quelque chose d'important. J'ai dit, mais voilà, les gens ont donné leurs idées, etc. Ils ont débattu. Mais quelles idées? Dans ce qu'on a vu, dans ces intrigues, dans ces écoutes, etc. Mais quelles idées vous avez pu retenir? Je ne parle pas des idées de ce débat? programme, je parle par rapport... Vous savez, quand vous êtes dans une formation politique, et vous l'avez dit que tous les partis c'est pareil, bah, vous avez des tendances, des forces. Ben, c'est vrai qu'il y a un combat interne, il y a un combat d'idées internes. Alors, des uns et des autres, ils ont exposé leurs histoires. Après, les méthodes, ils ont espionné, ceci, cela, c'est clair. Alors, M. Medeiros, vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit c'est au peuple de décider. C'est vrai, Absolument, dans le fond, peuple, Madame c'est le seul garant de la démocratie. Martine Brunsch-Graf, on est en démocratie. Mais la Peu importe ce qu'on fait, c'est le peuple qui décide. La démocratie ne garantit pas la qualité, excusez-moi de le dire. Hein. À un moment donné, vous êtes dans des élections proportionnelles. Les élections proportionnelles signifient que chaque parti présente des listes. Vous pouvez avoir des électeurs qui souhaitent choisir les idées, puisque vous parlez des idées d'un parti, et on leur présente un certain nombre de gens dont ils n'ont pas nécessairement à première vue le désir. Moi, j'ai connu à Genève des cas où un parti qui a disparu depuis avait une liste et a remporté des élections avec un nombre de candidats beaucoup plus qu'inattendu, et des gens qui étaient sur une liste, c'était Vigilance, Il a disparu, et qui je viens s'est de le dire, trouvé... donc. Si vous voulez bien Non, il a respecter disparu. l'ordre de la discussion, Non, c'est je vous simplement dirais pour- qu'il n'a pas à ce moment-là disparu. Il a imposé au Grand Conseil pendant une législature un nombre de personnes sur lesquelles, au moins, je dirais, les 2/3 n'avaient rien à faire sur la liste, voire même, pour certaines, n'avaient même pas été conscientes du fait qu'elles risquaient d'être élues et donc de siéger au Grand Conseil. Et ça a donné une législature pour le moins difficile et une image de la politique pour le moins difficile aussi. Et quand on choisit, un parti a une responsabilité vis-à-vis des gens qu'il choisit. Je pense qu'il a un devoir, c'est aussi de chercher à avoir des gens qui soient aptes à faire de la politique et qui soient aussi conscients de la fonction qu'ils exercent. Ça, c'est un devoir des partis qu'ils oublient, tout parti confondu, mais qu'ils devraient se souvenir de pratiquer, parce que ça, c'est aussi la garantie de la démocratie. Parce que le pire, c'est quand les gens se dégoûtent de la démocratie en voyant ce genre de spectacle. Et ça, c'est dangereux. Alors, on va parler, excusez-moi, par Monsieur rapport à la Medeiros. qualité. Monsieur Medeiros, excusez-moi. On va revenir sur ce problème de recrutement. J'aimerais encore passer la Olivier parole Journoud. aussi à Venez, Monsieur Vigilance. Bartassa. Monsieur Bartassa, vous aussi, vous avez été député à Genève. Monsieur Medeiros, si vous Excusez-moi. permettez, merci beaucoup. Je l'ai rappelé à un éminent Parlementaire, membre. disais-je, Monsieur Bartassa aussi à Berne. Aujourd'hui, vous êtes conseiller d'État à Genève. Alors, vous avez un style qui est très propre à vous. Hein. Vous aussi, vous aimez être près du peuple. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Certains vous le reprochent. On y reviendra. Mais sur cette affaire de l'UDC vaudoise, est-ce que vous pensez, comme disait M. Medeiros, qu'on a droit aussi à faire des erreurs quand on est politicien, même des graves erreurs? Je crois que la première chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'une campagne électorale, c'est difficile. Et comme l'a dit M. Medeiros, et là on est d'accord, c'est qu'il y a d'abord des bagarres qui sont à l'interne, avec des tensions qui viennent de l'externe, mais ça n'empêche pas qu'on doit quand même rester correct. On a beau être proche des gens, proche du peuple, je crois que les gens ont envie de se représenter par des gens qui sont proches d'eux, mais qui aient un comportement correct. On vient bien habillé, on fait attention à soi, on ne se prend pas au sérieux, mais on doit rester sérieux. Et je pense que c'est ça qui fait, je dirais, la différence. Maintenant, c'est vrai qu'au dernier lieu, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils contrôlent souvent les instances des partis, ceux qui sont programmés pour arriver à certains endroits, d'autres qui le sont un peu moins. Mais c'est vrai que le peuple a toujours le dernier mot. Et je pense que c'est aussi là qu'on doit avoir aujourd'hui. La politique a changé, le monde a changé, donc les politiciens doivent aussi changer. Mais se montrer proche des gens, c'est pas être vulgaire, c'est pas mal se tenir. De nouveau, on
doit être sérieux, même si on ne se prend pas toujours au sérieux. C'est ce qui fait parfois qu'on arrive à s'éloigner ou se rapprocher de la base qu'on représente, pour autant qu'on en vienne encore, parce que chacun représente une partie de la population, et pendant les élections, on essaye de regrouper un maximum de gens. Et ceux qui ont un large spectre, je dirais, par leur expérience et leur vécu, eh bien, sont parfois un peu critiqués par rapport à d'autres qui aimeraient bien avoir le même, qui ont peut-être d'autres choses à montrer. Et il y a beaucoup de jalousie à l'interne, il y a beaucoup de jalousie à l'externe, et parfois, il y a des gens qui se protègent par des mesures qui, d'après moi, sont quand même un petit peu extrémistes, de s'enregistrer sans avertir la personne d'à côté, se garder en réserve certaines choses. La politique, c'est un panier de crabes, mais en même temps, je dirais que 80% des gens qui en font pensent au bien commun. Après, on est pris dans une espèce de tourbillon où on doit être assez solide pour faire la part des choses, avoir une carapace pour supporter les coups, mais pas trop épaisse pour pouvoir rester à l'écoute des gens et proche de ces gens qui vous ont quelque part permis d'arriver en tant qu'élu, que ce soit député dans un canton ou au Conseil national ou pour finir au Conseil d'État, comme j'ai eu la chance de pouvoir vivre. Alors François Chérix, j'aimerais aussi vous entendre. On vous en connaît comme coprésident du NOMES, le nouveau mouvement européen. Vous avez aussi siégé au Grand Conseil sous la bannière socialiste. Mais ce soir, on vous invite notamment parce que vous êtes consultant aussi en politique. Vous observez la vie politique. Ce qui frappe aussi ce soir, c'est de voir à quel point l'image des politiciens est catastrophique. Oui, alors en démocratie, elle est rarement bonne parce que la démocratie est un système tout à fait critique. Mais comme on l'a déjà commencé à le dire, au fond, on est dans une société qui a drastiquement changé. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, il y a deux révolutions qu'on a vécues. La première, les années 68, la politique descend de son estrade, les pouvoirs descendent de l'estrade, la parole devient universelle, critique, vive, partagée et horizontale. 20 ans après, deuxième révolution technologique très importante, c'est l'arrivée des ordinateurs personnels, la toile, les smartphones et bien naturellement les réseaux sociaux. Et donc là, il y a trois phénomènes qui se produisent suite à ces deux révolutions. Premièrement, transparence totale. On évolue maintenant désormais dans des maisons de verre. Tout le monde peut dire tout sur n'importe qui très vite. Deuxièmement, accélération phénoménale de la circulation de l'information, ce qui fait qu'un détail peut devenir une affaire d'État, un effet de masse très très rapidement et très facilement. Et troisièmement, et là on touche les mouvements protestataires et populistes, simplification, hélas, drastique des contenus, avec un système de communication qui privilégie le buzz bref et brutal. Alors, simplification des contenus des partis protestataires, vous pensez à qui ? Alors, si on prend des partis comme l'UDC, le MCG, le Front National, on voit pourquoi ils ont plus de problèmes que les partis classiques, qui ont aussi des problèmes de lutte de pouvoir à l'interne. C'est une raison toute simple, c'est que vous ne pouvez pas dissocier la démarche extérieure du fonctionnement intérieur. Si vous avez des idées brutales, simplistes, violentes, à tendance haineuse, vous avez tendance à séduire des personnes qui sont aussi prêtes à tout. Et donc, vous générez à l'interne des conflits beaucoup plus facilement que dans des partis plus traditionnels, plus classiques, qui se prononcent d'abord sur des idées à long terme. En tout cas, le MCG se ne reconnaît pas dans ce que vous venez de dire, je peux vous le garantir. Moi, je vous reconnais bien. Ah non, alors... Moi, je peux vous dire que ça, c'est de la rhétorique que vous dites depuis quelques années, et que justement, qui a fait que le MCG aujourd'hui, c'est la 12e force du canton de Genève. C'est ça, continuez comme ça. Simplification des contenus... Une réponse aussi du côté de l'UDC. Je pense qu'effectivement, M. Chérix étaye un tout petit peu sa propre théorie. L'UDC a grandi très vite en Suisse romande depuis une quinzaine d'années. C'est un fait qui est connu de tous. Et évidemment, dans cette accélération électorale, la maturité du personnel politique n'est pas la même que dans les partis établis depuis longtemps. Alors, on va revenir sur le PLR Est-ce que vous ne canton de reconnaissez Vaud, pas quand même, le PDC à excusez-moi, Fribourg, M. par Granger, exemple, qu'il y a une façon particulière à l'UDC de faire de la politique. C'est vrai que vous êtes très direct dans vos propos. Qu'est-ce que vous répondez à M. Chérix ? Oui, en l'occurrence, on a le droit de l'être. Je ne pense pas que c'est un mal d'être... Mais on l'assume très bien. D'accord. Rien n'a pas besoin de la bénédiction du PS. C'est ça, s'il fallait la bénédiction Cher monsieur, la brutalité ne génère jamais l'élégance. Là, vous faites, à mon sens, vous étayez votre propre théorie, M. Chérix, c'est quand vous prétendez que finalement l'UDC est condamné à vivre sur ce rythme-là. Par contre, parce qu'elle développe un discours haineux et que c'est comme ça. Alors je me réjouis de vous voir changer, monsieur. Ce que simplement je dis aujourd'hui, c'est que l'UDC, elle a un succès récent. Je rappellerai qu'en 2003, on est passé de 3 conseillers nationaux romans à 10 le même soir. À 10 le même soir. Et c'est clair qu'à partir de là, vous commencez à entrer dans une phase de maturité qui prend du temps. Et ça ne m'alarme pas tellement finalement tout ce qui est en train de se passer. Ces problèmes de personnes Ça vous alarme pas. C'est pas spécifique à l'UDC,
C'est depuis que la politique existe que c'est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça démontre qu'on a une marge de progression pour arriver à une certaine maturité. Quand je parle de maturité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici 2-3 législatures, mais c'est tout de suite 10-15 ans, donc ça prend du temps. Effectivement, je suis convaincu que l'UDC, au même titre que les partis établis depuis bien plus longtemps, aura la même capacité en termes de personnel politique pour assumer des mandats d'exécutif, pour assumer des mandats d'importance. Alors on a parlé ici, excusez-moi Monsieur Cuche, on a parlé ici de révolutions qui se sont passées d'une autre façon de faire la politique, notamment du côté du MCG, Carlos Medeiros. C'est vrai qu'on vous connaît notamment parce que vous avez le sang chaud, vous n'hésitez pas à attaquer vos adversaires politiques. Je vous propose qu'on vous réécoute. C'était lors d'un débat au législatif de la ville de Genève, c'était en novembre 2012. On écoute. Politique soi-disant parce qu'on bafoue les droits populaires. Non. Ben c'est de n'importe quoi. S'il vous Vous plaît. n'êtes même pas cohérent avec vous-même. C'est ça, vous n'êtes pas S'il cohérent vous avec plaît. vous-même. Oh, pardon. S'il vous plaît, je suspends la séance. Je suspends la séance. J'ai déjà prévenu. Trou du cul. Non, non, dites rien, dites... Carlos Medeiros, est-ce que vous regrettez ces propos? Bah oui, non, je veux dire, c'est clair que quand vous les voyez comme ça, et moi, quand je les ai revus comme ça, mais moi, j'étais le premier à être un peu choqué, on va dire. Mais il faudrait mettre ça dans les contextes, c'est assez important. Le monsieur qui tient le propos, parce qu'attention, c'est lui qui tient des propos assez hard. Il faut rappeler que vous avez été attaqué tout d'abord par un député socialiste qui vous a traité de... Un conseiller municipal, Pascal Hohenweg, pour ne pas le citer, un éminent socialiste genevois qui est connu pour ne pas payer, par exemple, ses transports publics. Donc, où il m'a allumé toute la séance, donc il me coupait la parole, il envoyait des vannes et tout. Et donc ça veut dire qu'il m'a Medeiros. mis dans un état tel qu'à un moment donné, bon, j'ai tombé un petit peu dans le panneau et je me suis lâché un peu. Monsieur Medeiros, Je ça veut dire que regrette pas quand on est vraiment. politicien, on peut céder à ses pulsions. Bah, écoutez, moi je pense que tout le monde peut se reconnaître quand vous rentrez dans une journée de travail, peut-être à vous ça vous est arrivé, quelqu'un vous fait, je sais pas, vous coupe la route avec une voiture, bah, vous avez des fois des comportements immédiats, spontanés, que vous regrettez dans les 5 minutes qui suivent, surtout si vous êtes accompagné par vos enfants. Donc ça, c'est humain, encore une fois. La preuve que l'électorat, et surtout notre électorat de MCG, ne m'a pas tenu, c'est que tout de suite derrière, j'ai été élu député et après réélu conseiller municipal. Alors, j'aimerais bien qu'on Donc, s'arrête sur ces dérapages verbaux qui ne sont pas non plus propres au MCG. Martine Braunschweig-Graf. Non, ils ne le sont pas nécessairement. Moi, j'ai des exemples qui datent de bien avant, puisqu'en 1993, j'ai vécu une séance du Grand Conseil homérique où l'Alliance de gauche était entrée avec 21 députés et avait bloqué la séance d'investiture pendant des heures. Ça n'excuse rien de ce que vous venez de... Non, Monsieur Medeiros, là où je veux en venir, c'est à ceci. Et c'est ça que j'arrive difficilement à entendre. Qu'il y ait des comportements inadmissibles, c'est un fait, ils se sont toujours produits. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une argumentation où on dit « mais finalement, on ressemble à tout le monde quand on fait ça ». Et c'est là où j'aime bien l'intervention tout à l'heure de Luc Bartassa, qui a quand même dit qu'il y avait des principes à respecter, à savoir que quand on a une fonction, on exerce une fonction, on représente des gens et on a un devoir entre guillemets d'exemplarité, pour autant qu'on puisse être exemplaire, qui n'est pas la même chose que ce que vous faites quand vous faites les choses dans la rue. Alors qu'on se comporte mal et qu'on s'en excuse, pour moi, c'est une chose claire. Que les présidents de parti ou que les représentants de parti soient devenus incapables de dire ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas, ça me dérange beaucoup. Parce qu'à l'époque, ça se passait quand même un peu différemment dans ce sens-là. Parce qu'ensuite de ça, on ne peut pas prétendre représenter le peuple dans tous ses défauts. Ce n'est pas pour ça qu'on est élu et ce n'est pas ce qu'on attend de quelqu'un. On n'attend pas des gens parfaits, mais on attend des gens qui soient conscients de la fonction qu'ils exercent. Donc il faut faire une commission de censure Pas avant du de présenter les candidats. Et vous vous proposez d'être président. C'est de l'autodiscipline pour le dire. Absolument pas. Oui. Le peuple a les derniers mots. Point barre, on est en système démocratique. Vous, si le peuple avait trouvé cel dérapage ou d'autres dérapages qui ne le conviendraient pas, le moment que je me suis présenté aux élections, je vous signale quand même, j'étais très bien réélu et élu en député, il m'aurait sanctionné. C'est simple. La preuve même, le journal dans l'époque, le matin, avait fait un article là-dessus. Il avait estimé comme quoi il avait eu 1400 francs, etc. C'est-à-dire cet incident, la suspension de séance. Moi, j'ai versé 700 francs au mouvement scout suisse pour justement faire un mea culpa en quelque sorte par rapport aux deniers publics. Alors, Fernand Cuche. Moi, j'aimerais... Vous, Monsieur Medeiros. Ils ont profité parce que moi-même, je sors de mouvement scout. C'est une grande école. Moi, j'aimerais revenir sur
sur le contenu de ces différents messages, notamment, je dirais, le discours simplificateur un peu de l'UDC dans ses campagnes politiques. Je ne veux pas parler ici de l'immigration qui peut faire peur à tout le monde, c'est un problème sérieux. Mais j'aimerais revenir sur le fait que de façon récurrente, vous attaquez les institutions, le Conseil fédéral, les conseils d'État, les députés. Au fond, à part l'UDC, qui serait vertueux, on commence à en douter avec ce qui s'est passé dans le canton de Vaud, les autres, c'est des magouilleurs, ils engagent les petits copains, etc. C'est perçu comme ça. Et vous avez une attaque en règle permanente contre les institutions. Et je dis, faites attention. Parce que dans ce pays, les institutions, elles fonctionnent. Et les institutions, elles fonctionnent bien. Puis elles fonctionnent avec les gens qui ont été élus. Elles fonctionnent avec les gens qui ont été nommés. Comparé à d'autres pays, je dis ici, les institutions, elles fonctionnent bien. Et ce n'est pas seulement, je dirais, l'apanage de l'UDC. Si je pense à la France, avec un Mélenchon, qui a aussi un discours simplificateur, qui discrédite les institutions européennes, je dis ça, ce sont des discours, j'en termine, des discours dangereux pour la démocratie. Oui, les institutions européennes n'ont pas besoin du DC pour être discréditées. Oui, ils le font très bien tout seuls. Non, mais je veux dire, j'ai pris un exemple d'une autre extrême, qui est l'extrême gauche française. Vous mélangez un petit peu les choses, non, vous développez votre propre perception. Je dis que les institutions, c'est difficile à mettre en place. En démocratie, on a le droit de critiquer, on a le droit de critiquer l'action de réponse de Kevin Grangier. N'allez pas au gouvernement. Mais écoutez, n'allez pas dans les parlements. Il y a deux façons de percevoir notre système basé sur un gouvernement collégial, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal. Soit on met tous des bonhommes gris, aux costumes gris, aux cheveux gris, dont le gouvernement, et puis on espère que ça fonctionne. Voilà. Et ça fonctionne en fait pas très bien. Et preuve en est l'application de l'initiative votée par le peuple le 9 février, ça patauge. Ils veulent même désormais un délai supplémentaire parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ou alors, on met dans ce gouvernement des gens aux convictions, des gens convaincus, qui défendent des convictions. Et puis là, on a un vrai débat, on a une vraie recherche du consensus, on a une vraie volonté d'aller chercher le consensus jusqu'au bout. Et moi, c'est vrai que je regrette le temps où au Conseil fédéral, pas si lointain d'ailleurs, il y avait ce qu'on appelle un peu des tronches, c'est-à-dire un M. Blorer, un M. Couchepin, même une Mme Calmiret, je suis amende honorable, je cite une socialiste genevoise, en l'occurrence. Et là, il y avait un peu des gens qui savaient dire leur fête. Et ça, je trouve que ça fonctionnait quand même bien mieux que d'avoir des gens un peu gris qui ne savent pas très bien où ils veulent aller. Rapidement, parce que là, on est sur un point clé et sur un mythe fondamental. C'est l'idée que le simplisme et la provocation, la désinhibition, l'outrance, la gagocratie favorisent, la liberté, le peuple. C'est l'idée la plus fausse que l'histoire montre. Parce qu'en fait, pour que la démocratie existe, pour que le peuple soit informé, puisse se déterminer, il y a besoin d'un débat rationnel, il y a besoin d'un programme, il y a besoin de pacification, il y a besoin de raison, il y a besoin de respect. Et tout ce que vous croyez être de la liberté supplémentaire, c'est de l'inféodation. L'inféodation au buzz, à la pipolisation, au n'importe quoi, et qui vous prend à vos propres ça fait 15 ans que je vous entends sur les mêmes c'est seulement vrai. Ça fait 15 ans qu'on vous entend développer cette même théorie. Mais écoutez, c'est pas du tout, c'est pas une question de peuple. Entendre dire qu'il est bête. Donc changeons-le. Mais non, vous le respectez pas en faisant de la provocation. La preuve qu'on le respecte, c'est qu'on écoute, on entend, et eux, en contrepartie, ils votent pour nous. Vous ne suivez pas pour les partis traditionnels, dits traditionnels. Si vous me laissiez finir. C'est tout. Vous pensez que le peuple... Mais laissez-moi finir une phrase. Vous pensez que le peuple est si vulgaire, si bête, si limité qu'il aime vos provocations? Le peuple, c'est comme tout le monde. Vous ne reconnaissez pas au peuple le fait qu'il ait su accepter des initiatives UDC. Et j'entends vos collègues de parti, les soirs de votation fédérale, venir dire le peuple n'a pas très bien compris. C'est des gens de votre parti. Vous peut-être pas, c'est des gens de votre parti. Monsieur Bartassin. Monsieur Cuche a raison, c'est peut-être notre côté paysan qui nous réunit sur cette question. Mais moi, mon père, qui était député, que j'accompagnais tous les jours, comme parfois mon fils le fait avec moi, m'a toujours appris, avant d'arriver au Grand Conseil, avant même d'adhérer au parti auquel je fais partie, de respecter les institutions. Dieu sait si j'ai le son qui est parfois beau aussi un petit peu. Ceux qui m'ont connu bien avant savent à quel point je peux aussi avoir de la poigne, parfois de la haine.
C'est des choses qu'on apprend en respectant les institutions. Et de nouveau, on représente des gens qui nous ont élus, qui ont envie qu'on soit proche d'eux. On peut de temps en temps taper sur la table et sortir un gros mot ou je ne sais quoi. Moi, je me suis engueulé avec M. Stauffer après une suspension de séance au Grand Conseil où je l'avais traité de tartuffe. Bon, ben voilà, j'estime que c'est quand même pas un gros mot. C'est des choses qu'on apprend aussi à l'école, à notre jeune âge. Mais le respect des institutions, je crois que c'est la base, déjà pour se respecter entre nous, puis être respecté par les gens qui nous voient. Parce que les gens, aujourd'hui, nous regardent à travers la télévision. Moi, j'ai connu l'arrivée de la télévision, les Monts Bleus, pas la nommer, au Grand Conseil. On a commencé à voir les dames qui se pomponnaient un petit peu, les messieurs qui allaient chez le coiffeur ou qui taillaient leur moustache. Puis tout à coup, il y a eu une espèce de dérapage. Moi, j'ai vu l'ère que j'appelle de mon père, où il y avait encore des Alpérins. J'ai connu l'ère où il y avait des balestras, où il y avait un peu plus de rigolade et de laisser aller, mais toujours en étant sérieux. Et je connais l'ère d'aujourd'hui avec des gens avec qui je m'entends très bien, avec qui je travaille. Ils sont plus à la hauteur, ils sont plus à la hauteur. Non, c'est pas une question d'être pas à la hauteur, mais on voit qu'il y a eu un laisser-aller par rapport à ce respect de base. Non, c'est pas une critique que je fais par rapport à certains partis. On l'a vu partout. Mais respectons les bases. Ça, c'est le côté paysan. Bon sens ou éducation. Rapidement, monsieur Ranger. Monsieur Bartassa, vous savez, j'ai bien fait de venir à Genève ce soir. J'ai un scoop. Je pense que la première institution à respecter, c'est l'initiative populaire. C'est les droits populaires dans ce pays. C'est la première chose à respecter. Et en l'occurrence, c'est pas très bien respecté par les gens qui perdent régulièrement des initiatives populaires. Et ça commence effectivement... J'en ai un peu marre de prendre des leçons de morale sur qu'est-ce que c'est le respect des institutions quand on a affaire à des gens qui systématiquement, quand le peuple soutient les initiatives UDC, nous disent le peuple est un peu bête, il n'a pas bien voté. Ça, c'est pas normal. C'est un sentiment qui est très répandu, celui de monsieur Kevin Granger. C'est vrai qu'on lit régulièrement, les initiatives sont votées mais pas appliquées. Martine Brunspiel-Graf. Je m'excuse. Il y a deux aspects. Il y a des initiatives qui, lorsqu'elles sont déposées, voire même quand elles sont débattues, on le dit à l'avance, c'est arrivé dans un cas ou deux, que l'application de cette initiative par rapport au droit supérieur allait poser des problèmes. On le sait à l'avance, et ensuite, quand on doit préparer l'application, il y a des problèmes et il n'y a rien de surprenant à ça. On ne va pas faire un débat sur l'Europe, mais si on parle de celle du 9 février, on sait depuis le moment où elle a été acceptée que deux choses. La première, c'est qu'il fallait l'appliquer, et je crois que j'ai entendu personne jusqu'à présent dire le contraire. Et ceux qui ont déposé l'initiative qui veut changer, c'est leur affaire. Personnellement, je ne partage pas cet avis-là parce que je pense qu'on doit aller jusqu'au bout des choses. Mais que ce soit difficile et qu'il faille du temps, on le savait dès le début. Et on sait parfaitement que cette initiative du 9 février pose un certain nombre de problèmes. Ce n'est pas nouveau, et y compris sur le plan économique. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Non, tout à fait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'utiliser des débats et d'autres débats pour dire oui, mais on est obligé de déposer une initiative après l'autre et de donner l'impression que la démocratie ne fonctionne pas. C'est pas vrai, elle fonctionne. Mais on oublie deux choses. On croit que parce que le peuple a voté, c'est forcément une bonne idée. On doit respecter ce qu'il a fait. Maintenant, quant à dire que c'était une bonne idée, c'est une autre affaire. Et qu'on puisse le critiquer, ça paraît parfaitement correct. On respecte les institutions en le disant. On dit ça peut être un problème. On va dire que l'action du gouvernement n'est pas bonne. On respecte aussi les institutions. Je m'excuse. Je vais vous donner l'exemple de ce qui m'a choqué, qui n'est pas votre parti, mais qui est un journal auquel vous êtes un peu lié malheureusement. C'est la Weltwoche. Je la reçois toutes les semaines et je vois la dernière avec une photo du Parlement où on voit des députés qui sont probablement des personnages qui jurent et qui ont la main derrière pour montrer qu'ils sont en train de déjuger ce qu'ils veulent jurer. Et évidemment, avec le titre qui va avec, et c'est pas la première fois qu'on les accuse ni d'être des traîtres, ni d'être des menteurs, ni autre chose. Quand vous voyez ça sur la première page d'un journal, vous êtes choqués, comme moi je le suis, parce que je pense qu'on peut critiquer chacun des parlementaires sans qu'il y ait de problème, on peut critiquer chaque conseiller fédéral, mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est systématiquement donner l'image des institutions comme si tous étaient des menteurs. Et cette page-là, pour moi, elle est juste scandaleuse. Alors, on rappellera quand même que la Weltwoche, donc elle est présidée siège dans la commission de santé, rappelez-moi. Par qui siège, madame un candidat UDC, Roger Koppel, qui est candidat au Conseil national. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu parce qu'on parle des beaucoup membres des conseils d'administration de des assureurs. Excusez-moi, monsieur Medeiros, on parle beaucoup de l'UDC et du MCG. J'aimerais aussi qu'on parle, si vous permettez, encore un petit peu de monsieur Bartassa. Monsieur Bartassa, j'aimerais bien revenir sur une interview que vous avez donnée à l'Illustré. C'était le 15 juillet de cet été. Et on va découvrir que vous parlez assez directement de l'accouchement de votre fils. Vous avez déclaré, à 8 mois, il faisait déjà 4,2 kg et 52 cm. Ma femme
a développé un gros placenta et il fallait qu'elle accouche. En déclenchant la naissance, le placenta a explosé et elle a fait une hémorragie interne. Alors, je vous épargne la suite. On se croirait un petit peu dans un film d'horreur surréaliste. Franchement, Monsieur Bartassa, pourquoi est-ce que vous donnez autant de détails dans ce journal? Eh bien, ce journal, l'interview s'appelle l'interview intime. Après, on joue le jeu, on ne joue pas le jeu. C'est un interview qui a duré à peu près 3 heures de temps. Et puis après, on travaille avec le journaliste, voir ce qui sort ou sort pas. Je pense que moi, l'arrivée de mon fils, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais pas d'enfant, si ce n'est que j'avais une belle fille, que je n'avais pas vue grandir parce que je l'avais accueillie alors que son papa était décédé quand j'ai connu sa maman. Et c'était quelque chose tellement d'extraordinaire. Et en même temps, ce côté extraordinaire a failli tourner à la catastrophe. Pour mon ex-femme de l'époque, et puis pour mon fils, il a été réanimé 2 fois. Ma femme a fait 4 jours aux soins intensifs. Et je croise dans ma vie de tous les jours, j'ai ma belle-sœur qui est gravement malade, des gens qui ont vécu certaines expériences. Et je pense que de dire qu'on a vécu certaines choses, ça permet quelque part peut-être d'extérioriser inconsciemment ou consciemment certaines choses, mais de dire aux gens, c'est pas parce que tout à coup on est conseiller d'État qu'on est dans notre tour d'ivoire. C'est une façon de dire aux gens, nous aussi on a vécu des choses. Il y a des gens qui ont fait de l'université, moi je ne l'ai jamais fait, on me l'a reproché. Moi j'ai fait le tour du monde pendant 5 ans, ça c'était mon université. Moi j'ai toujours, c'est l'expérience la meilleure des formations. Le reste, c'est de l'information, comme disait Einstein ou je ne sais pas qui. Après, il faut pouvoir donner aux gens l'expérience de faire un premier job, à certains en fin de carrière de pouvoir la terminer, puis entre deux, il y a les débrouilles, j'allais dire les démerdes, je m'excuse du mot, et c'est ce que j'ai vécu moi. Moi, depuis tout petit, j'ai appris à confondre l'amusement et le travail et l'amusement, parce que j'ai toujours dû travailler, j'ai toujours dû me débrouiller tout seul, j'étais dyslexique, je le dis aussi dans l'interview, je ne le cache pas, on a énormément de problèmes avec les gens qui sont dyslexiques, à l'époque c'était presque une tare, on me l'a reproché, pas dire encore le rédacteur en chef de la Tribune qui disait pendant la campagne, j'étais un paysan illettré parce que j'avais osé avouer ma dyslexie, mais ça c'est monsieur, madame, tout le monde. Moi j'ai un gosse qui a vécu ça, j'ai mon père qui était dyslexique, c'est une façon de dire, peut-être se rapprocher les gens, peut-être se montrer un petit peu. Mais en attendant, c'est une façon de partager des choses pour pouvoir dire, oui, nous aussi, on n'est pas là, on a aussi vécu notre vécu. Va vous répondre, Monsieur Bartassa, livrer son intimité, s'afficher régulièrement avec son fils, comme le fait Monsieur Bartassa, est-ce que c'est quelque chose... Comme le disait mon père avec moi. C'est quelque chose que vous comprenez? Bon, moi, je ressens encore, dans la façon dont tu interviens, une grande émotion. Et c'est vrai que lorsque c'est lié à l'enfant, je comprends bien cette émotion. Qu'on venait de critiquer sur les médias sociaux, entre autres. Comment? Qu'on venait de critiquer sur les médias sociaux. Un autre candidat au Conseil national. Oui. Après, c'est une question personnelle de savoir jusqu'où on parle de son histoire. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, j'ai eu une histoire aussi très compliquée avec mon père. Je l'ai évoquée ici et là, mais ça reste de l'intime. Et la question que je me pose dans ce genre de déclaration, c'est les répercussions possibles sur les proches. Et j'imagine bien que vous y aviez pensé. C'est les répercussions possibles sur la mère de l'enfant, sur les grands-parents, etc. Parce que tout à coup, et ça c'est la difficulté de gérer, je trouve, par rapport aux médias. Tout à coup, on est projeté dans les médias, on révèle des choses, il y a une émotion qui arrive. Des fois, c'est un exercice difficile. Mais personnellement, je ne serais pas allé si loin, mais en vous écoutant ce soir, je sens... C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être spontané. Ça a toujours été ma façon de voir. Les gens m'aiment bien aussi à cause de ça. Cette façon assez directe, presque intime de parler avec les gens. J'ai des amis à moi qui sont par là dans le public, qui me connaissent depuis tout petit, avec qui on a partagé aussi d'autres drames. Et c'est ma façon d'être. Il y a des gens qui cachent, il y a des gens qui ont besoin de le dire. Moi, je le fais presque naturellement. J'ai été éduqué comme ça. Pourquoi cacher les choses? Tout le monde a une carte Cumulus, puis d'un coup, il ne faudrait pas avoir envie qu'on soit fiché par rapport au poisson qu'on mange le vendredi ou la viande le jeudi. J'ai dit, c'est fini ce temps-là. On est pas une nouvelle façon, c'est une façon personnelle, c'est tout. Mais elle n'a rien à faire dans ce débat, en réalité. Chacun fait comme il en veut. Il y a deux choses. Et donc, on en discute. Il y a la démarche de M. Bartassa sur laquelle je ne me prononce pas. En effet, c'est un choix personnel. Zéro problème. Mais c'est assez emblématique de la société dans laquelle on est, où quand même on sollicite beaucoup les gens, la pression est très forte et où on aime beaucoup que les acteurs politiques mettent en scène leur vie privée. Et là, il faut peut-être rendre attentif certaines personnes qui n'ont peut-être pas votre force d'âme. C'est aussi un jeu qui peut être dangereux. On peut aussi être... Non, mais laissez-moi... Pas l'impression de jouer. Oui, vous pas, mais on peut être tenté de le faire parce qu'en effet, c'est le sujet de notre débat. Quand vous connaissez vos limites, ça vous permet de les dépasser. Et peut-être que je les dépasse à certains moments, mais tout est toujours sous contrôle. Non, mais je vous réponds en direct. Chacun, il fait comme il veut. Oui, tout à fait. Le peuple, il décidera à la fin, c'est tout. OK, donc...
ce n'est pas de votre cas dont on parle. On parle du fait que ce type d'attitude est sollicité, mis en valeur par un système de communication extrêmement puissant. Et j'aimerais juste attirer, et c'était d'ailleurs à votre éloge, l'attention des candidats ou des jeunes qui veulent faire de la politique, de faire attention parce que si on n'a pas votre force d'âme, comme je l'ai dit si vous ne m'aviez pas interrompu, on peut se faire détruire. Parce qu'on devient une proie, un objet médiatique, et il peut y avoir un processus d'inflation qu'on ne maîtrise plus, d'intérêt des médias sur des sujets privés. Il y a moins de contrôle, mais il y a plus de transparence. C'est typique, pas forcément, c'est typique de la société dans laquelle on est et des pressions qui sont maintenant sur l'ensemble de la classe politique. Moi, j'aimerais d'abord... Vous disiez que ce n'est pas nouveau, la façon de faire la politique. Ce n'est pas nouveau. Et j'aimerais dire une chose, ce qui appartient à Luc Bartassa appartient à Luc Bartassa. Et c'est ce que j'ai dit, ça n'a rien à faire dans la discussion. En revanche, j'entends ce que dit M. Chérix, parce que ce n'est pas ce qui concerne Luc Bartassa, c'est ce qui concerne les jeunes en politique qui pensent que pour être entendus par les médias, pour être vus dans les médias, sans avoir la maîtrise de ce que tu viens d'évoquer là, doivent faire quelque chose parce que sinon on ne leur demandera plus. Moi j'en ai vu toute une série de ceux-là qui venaient me dire est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, etc. Et moi, je leur disais tout le temps la même chose. J'ai dit, ne faites pas si c'est pour paraître dans les médias. Si vous avez une bonne raison de faire quelque chose, vous le faites, mais sinon, vous n'acceptez pas. Parce que les médias vont vous utiliser et ensuite de ça, ils vous mépriseront autant qu'ils vous ont utilisé. Et ça, je crois que c'est une règle qui est absolue. Soit on se maîtrise soi-même et tu sais ce que tu fais, soit on ne le fait pas parce qu'on a des gens où on croit qu'on doit le faire parce qu'on veut être dans les médias et qu'on croit que c'est la bonne façon d'être connu. Et des comme ça, il en existe. Et à cela, je dis encore aujourd'hui, c'est pas ça la politique. Après, on peut choisir de dire ce qu'on a envie de dire et pourquoi on le dit. Mais on l'a choisi et c'est pas parce qu'on est dépendant des médias. Non, mais moi, je vois à Berne. À Berne, quand j'étais à Berne, c'est tout des deals avec les journalistes. Ils voulaient voir mes tatouages. Je leur ai dit, on parle des dons d'organes. C'était tout comme ça. On a parlé des jeunes sans papier. Il a fallu que je monte sur ma moto devant le Parlement. Mais tout ça, ça s'est négocié sur des années. Et c'est vrai qu'on travaille là-dessus. Les médias cherchent le scoop. Vous cherchez à faire passer une idée, une conviction, des choses parfois importantes qui dépendent même par rapport à l'humain dans notre pays. Mais oui, mais c'est un jeu. Et ce jeu, c'est vrai qu'il a tendance à s'envenimer, à prendre. Et puis c'est vrai que moi, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais de la politique. J'ai appris aussi à jouer avec ça. Mais là, c'était tout à fait autre chose. C'est quelque chose qui touche plus l'intérieur. Alors après, il peut y avoir le mélange de ceux qui le comprennent ou qui ne le comprennent pas. Moi, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'estime que c'est quelque chose que c'est du vécu. Peut-être qu'il y avait aussi un besoin de le dire ou de le faire à ce moment-là. Il y avait une belle ambiance dans ce journal. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, ça m'a rappelé, parce que ma femme, elle a eu les mêmes problèmes. C'est aussi... Je n'ai pas le fait pour me rapprocher des gens, mais j'ai senti que ça m'avait rapproché passablement de gens, où je m'étais rapproché aussi d'eux. Et ça vient partir de ma personnalité propre. Ça dérange, je le veux bien, mais à travers cette espèce d'ouverture, parce qu'on se fait une vie privée, on n'a plus de vie privée quand on a ces postes-là. Et cette ouverture-là fait de nous des hommes politiques du XXIe siècle. Je suis un homme politique du XXIe siècle, alors que j'ai 54 ans. J'aimerais bien qu'on avance un petit peu dans le débat. J'aimerais bien qu'on fasse un détour du côté des réseaux sociaux. Je vous ai laissé répondre, je crois. Un détour du côté des réseaux sociaux. J'aimerais qu'on partage ensemble quelques messages reçus sur les réseaux sociaux. Et tout d'abord, cet internaute qui nous dit « Il existe peu de pays où les élus sont aussi proches du citoyen ». Deuxième message, en démocratie, c'est le peuple qui doit être à la hauteur. Et puis, dernier message, le peuple a les politiciens qu'il mérite. Alors justement, à propos des candidats du 18 octobre, qui sont plus nombreux que jamais, on va se demander, dans le quart d'heure qui nous reste, qu'est-ce qui les motive. Et avant d'y répondre, je vous propose ce petit clin d'œil de nos camarades de la radio. C'est la chronique Homo Politicus. Et cette fois, c'est l'ego des politiciens qui est sondé. On regarde. Passer à la télévision, mon petit plaisir narcissique, bien sûr. Évidemment que tous les politiciens et politiciennes sont un peu narcissiques. Non, c'est pas passer petit plaisir narcissique. C'est un des buts des politiciens, c'est de passer à la radio, passer à la télévision. Ah, c'est horrible. Honnêtement, pour moi, c'est horrible. Les médias, c'est horrible. Ceux qui disent que ça n'est pas vrai, ça n'existe pas. J'ai pas ce plaisir. Non, c'est pas du tout un plaisir. Alors ça, c'est sûr. Si on n'est pas un peu mythomane, on fait pas de la politique. Je suis certain d'être un homme qui
passent plus souvent à la télé que ce qu'ils la regardent. Bon, ça, c'est déjà pas mal. On regarde les défauts, puis on se dit, la prochaine fois, il faudra que je change ceci, cela. Au début, ma maman, elle me disait souvent, mais qu'est-ce que je t'ai vu à la télé? Ouh, mais t'avais l'air fatigué. Au départ, c'était les E. Je faisais pas mal de E, parce que je réfléchissais un petit peu entre les phrases. Ce qui, Au début, j'angoissais énormément. Et puis maintenant, je m'en fous. Ce que j'ai pu éliminer entre-temps. Alors, le risque pour un politicien... On peut être vraiment un peu addict à la politique. Dès que tu as fini, que tu ne seras plus un homme de première page, eh ben, tu seras sur la page des morts, le dernier de tes jours. Martine Braunschweig-Graf, la motivation des politiciens, c'est quoi? C'est passer à la télé ou bien c'est encore servir l'État? Écoutez, je crois que sur le nombre de candidats qu'on a là dans les différents cantons, je ne peux pas croire une seconde que la plupart aient comme motif de passer à la télévision, à la radio, pour de simples raisons. C'est que, vous le voyez vous-même dans l'organisation de vos débats, il y a 2 élus par parti ou à peine. Et donc, tous ceux qui sont sur ces listes, pour une très grande partie, c'est parce qu'ils s'intéressent à la politique, c'est parce qu'ils rendent service à leur parti, il faut quand même le dire dans bien des cas, et c'est parce que ça les intéresse de faire une campagne. Et je dirais que ça, c'est une grande motivation. Après, la problématique, elle est inverse pour moi. Elle est de se dire, est-ce que les gens qui ont un risque d'être élus se rendent vraiment compte de la fonction qu'ils sont censés occuper? Ça, c'est une autre façon de poser la question. Mais pour beaucoup, il y en a qui font une campagne parce qu'ils aiment faire une campagne. Et je dois dire une chose, moi, j'ai beaucoup aimé être candidate dans des campagnes et faire des campagnes pour des gens parce que c'est des bons moments aussi. Donc, on ne peut pas simplement déduire que chaque personne qui est sur une liste, elle a un ego surdimensionné parce qu'alors elle ne va pas y trouver son compte, certainement pas si c'est pour passer à la télévision ou à la radio. Et ça arrive à quelques happy few. Et comme vous avez vu, il y en a même qui ne prennent pas plaisir. Carlos Medeiros, est-ce que dans le fond, être élu, faire de la politique, est-ce que ce n'est pas un formidable ascenseur social? Est-ce que ça n'a pas été votre cas? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça me porte mes préjudices parce que je suis dans des secteurs qu'on travaille, entre guillemets, avec les employés d'État. Et si je n'étais pas dans la politique, j'aurais pu faire des propositions qui auraient même économisé quelques milliers de francs à la collectivité. Malheureusement, je ne peux pas le faire parce qu'autrement, il aurait un mélange des genres et je trouve que c'est très bien comme ça que ce soit séparé. Moi, j'ai commencé à faire de la politique, j'avais 10 ans. C'était après les révolutions des œillets au Portugal, donc je suis d'origine portugaise comme tout le monde est au courant, en tout cas à Genève. Et on était protégés par la police, vous voyez, parce que j'étais dans un parti de centre-droite. C'était le premier parti de droite à apparaître après donc, le système fasciste. Je n'étais pas forcément d'accord. Donc, on était protégés par la police. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment envie. Vous n'avez pas cette envie-là de faire quelque chose, à tort ou à raison. Vous défendez vos idées, vous les débattez avec, entre guillemets, moi je n'ai pas d'ennemis en politique, j'ai des oppositeurs en politique. Je n'ai jamais vu les gens d'autres partis en tant qu'ennemis. C'est toujours des oppositions. Donc ce qu'il veut dire par là, c'est que la conviction qui m'a toujours, en tout cas, été mon moteur, c'était parce que j'avais envie de faire partie, en quelque part, du système qui fait changer les choses. Au lieu d'être dans les bistrots en train de discuter avec les potes qui disent oui, on aurait dû faire, on aurait dû faire, je préfère intervenir. Monsieur Medeiros, j'aimerais bien une réponse aussi de Monsieur Chérix. Est-ce que la politique, c'est un ascenseur social pour certains ou pas? Oui, tout de même, il faut le dire. En tout cas, ça correspond aussi à un besoin de reconnaissance sociale. C'est évident que la défense des idées, les convictions, l'intérêt général jouent un moteur tout à fait fondamental dans la démarche, mais c'est aussi une manière d'appartenir à la société, de vouloir être dedans, de vouloir compter pour cette société et de vouloir aussi se profiler. Et c'est aussi dans ce sens que j'interprète la prolifération, le très grand nombre de candidats actuellement. Alors il y a un aspect tout à fait positif, on voit une forme de démocratisation de la démocratie, c'est-à-dire que la démarche devient facile et accessible, mais d'un autre côté, dans notre société hédoniste et aussi un peu selfie, un peu mise en valeur de soi, j'ai aussi parfois l'impression que c'est une manière de tenter d'exister dans le système, et beaucoup seront déçus parce qu'on voit que la politique, hélas, malheureusement, c'est se confronter au dossier, c'est développer des idées à long terme, et c'est surtout un engagement dans la durée. Alors Fernand Cuche, j'ai une question, parce que vous avez été élu, mais vous avez aussi, vous n'avez pas été réélu en 2009 au Conseil d'État. Est-ce que ça a été difficile de quitter les radars? Oui, tout d'abord j'aimerais dire que l'ascension fut lente, puis après, j'étais quasi sur un nuage et tout à coup, crac, c'est retombé. Il ne faut pas oublier qu'en politique, ça peut se passer et que la chute, elle peut être rude à digérer. Il faut un certain temps. Alors, j'ai plus voulu répondre aussi aux sollicitations des médias parce que quelqu'un me disait, un animal qui est blessé, il se retire
Et puis quand il est cicatrisé, ben, il revient. Puis on verra si ça prend ou pas. Mais j'aimerais revenir quand même sur le rôle des médias. Il est vrai que c'est difficile d'être présent à la TSR, à la radio, etc., pour les grands débats. Mais il y a la toile. Moi, je ne vais pas là-dessus, je ne connais pas. Mais la toile, elle est extrêmement importante, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et les gens, les jeunes aussi, hein, la génération des jeunes, ils sont captés par cette façon d'exister. Ils font des images, etc., ils les projettent, etc. Puis on a l'impression d'exister et de faire de la politique. Pourquoi pas? Moi, je ne maîtrise pas ce dossier. Mais les médias, c'est effectivement extrêmement important. Je prends un exemple. Si j'étais candidat, par exemple en Gruyère, pour le Conseil national, et puis que je dis à la télévision, la double crème de Gruyère et la meringue, ça, c'est le must dans ce pays, je fais peut-être 350 voix en Gruyère. Et tu as raison. Et si je le dis, j'ai raison de le dire. Oui. Non, mais je dis si je le dis. Non, mais, et après, il y a tout ce qu'on veut mettre dans le discours. Quelle est la part qu'on attribue au clin d'œil, à la sollicitation, au charme? Et puis, quelle est la part qu'on attribue à la motivation? Alors, j'aimerais bien qu'on reste sur cette idée de la motivation des candidats. Martine Braunschweig-Graf, c'est vrai qu'on l'a dit, apparemment, il y aura un record de candidatures cet automne à Berne. Est-ce que c'est de bonne ou de mauvais augure? Ni bonne ni mauvaise, tout dépend effectivement des résultats qui vont sortir de cela. Moi, je dirais qu'il y a un point négatif, mais qui touche les partis, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la déperdition de personnes qu'on produit avec des listes pléthoriques, parce que souvent, les partis ne savent pas gérer les candidats après. Et moi, je le disais dans mon parti il n'y a pas très longtemps, j'ai dit, est-ce que vous vous rendez compte, avec le nombre d'élections, le nombre de listes et le nombre de candidats qu'on a, et on en a beaucoup sur les listes PLR, après, vous ne les revoyez plus, souvent, parce que vous ne savez pas comment les gérer, vous ne prenez pas le temps nécessaire, et c'est tous ces talents qui partent dans la nature et qui auraient pu faire ensuite de bon. Et là, on en vient alors à la façon dont on gère finalement le personnel politique, parce que je pense que ça, c'est très important. Alors, il y a une espèce de tri naturel qui se fait. On a beaucoup de jeunes qui se sont mis en avant il y a 4-8 ans en arrière, et ceux qui ont tenu le coup, comme par hasard, c'est ceux qu'on a vu émerger dans les conseils municipaux en ville de Genève et ailleurs. Et c'est là qu'il y a une espèce de tri naturel, parce que c'est très dur de s'engager dans une campagne. Même maintenant dans un groupe de jeunes, avant on mettait le groupe de jeunes, ça faisait presque un peu joli dans le paysage. Aujourd'hui ils sont sollicités, c'est vrai, par les médias et tout. Et les réseaux sociaux, c'est une manière personnelle de répondre à ces médias. Ici on nous voit, on nous entend, mais dans la tribune de Genève, on vous fait dire des choses que vous n'avez pas du tout dit. Et c'est une manière qui énerve certains médias. Ça n'engage que vous, hein. Les combler. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous, monsieur. Mais ça n'engage que moi avec tout le monde qui est d'accord, mais tout à fait. Okay. Et c'est ce qui embête les médias. C'est qu'aujourd'hui on a nos propres journaux à nous. Sur ces nombreux candidats, Kevin Granger, dans le fond, est-ce qu'on ne met pas n'importe qui sur ces listes, tout simplement pour multiplier les candidatures, même si c'est des personnalités qui ont fauté? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de recrutement à l'UDC notamment? Non, alors pas plus à l'UDC qu'ailleurs. Évidemment, ça a été un peu sous-entendu dans la discussion. Il y a beaucoup plus finalement de non-élus que d'élus, donc il y a beaucoup plus de déçus finalement à la fin. Il y a des gens, effectivement, qu'on voit très éphémères. Ils apparaissent en année électorale, ils ont peut-être plein d'ambitions, c'est un peu des sprinteurs, ils veulent tout faire, ils sont dans toutes les soirées électorales, et puis c'est vrai. Et là, je fais un pas de François Chéric, j'espère pas trop simpliste, mais je fais un pas. Et, en début d'émission, vous disiez qu'il y avait des problèmes de recrutement, qu'il y avait des problèmes de maturité. Là, ce qui est intéressant de ce que disait M. Chéric, c'est effectivement ça se fait sur la durée. Parce que le rythme électoral, c'est au niveau fédéral tous les 4 ans. Tout d'un coup, les choses sont extrêmement concentré, quelques mois avant les élections, puis après ça se calme, puis on perd les gens, parce qu'effectivement, la vie d'un parti politique, au-delà de l'élection, elle est plutôt quand même relativement modeste, timide, c'est surtout les élus, c'est un travail de dossier, c'est un travail de tous les jours, et c'est vrai que là, celles et ceux qui sont plus dans cette, dans cette logique de vouloir faire un coup, de vouloir être un sprinter sur une période très courte, généralement ils sont déçus. Et ceux qui restent plus longtemps, ils sont récompensés au fil du temps. J'aimerais juste encore vous montrer des graphiques, parce que c'est vrai qu'on parle de la qualité du personnel politique, on parle du problème de recrutement. Et quand on regarde l'évolution du MCG et de l'UDC, c'est vrai que l'évolution est assez frappante. Je propose tout d'abord qu'on regarde l'évolution du MCG, le MCG qui a été créé en 2005 à Genève, il y a tout juste 10 ans, et déjà presque 20% des voix, deuxième force politique du canton à Genève. Et puis on va voir le même graphique, mais pour l'UDC qui est né en 71, qui a connu un bond dès 1900.
95, avec notamment le débat européen et l'ascension de Christophe Blocher, pour tutoyer finalement en 2007 la barre des 30%. Alors c'est vrai que cette forte croissance de l'UDC, Martine Brutsch-Wigraff, est-ce que ça engendre pas forcément, j'ai envie de dire, des problèmes de recrutement au niveau de la qualité des candidats ? Je pense qu'ils le savent eux-mêmes. J'entends, dès que vous avez un taux de croissance qui est un peu exponentiel, ce qui était le cas, on va le dire, notamment pour l'UDC, en partie pour le MCG, se pose la question effectivement de savoir comment on remplit les listes d'une part et comment on assure aussi la relève. C'est valable pour tous les partis, mais c'est valable quand vous n'avez pas le facteur temps qui permet on le voit par exemple d'ailleurs aussi quand il s'agit de trouver des juges, c'est tout un problème, c'est toute une nouvelle situation. Mais moi, je ne réduirais pas ça à deux partis. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je pense que le problème de la relève est un problème pour tous les partis, c'est-à-dire que gérer les ressources humaines des partis, c'est beaucoup plus compliqué que de gérer les dossiers. Et ça, c'est un devoir pour le futur, parce que la démocratie, elle se nourrit aussi de cette capacité. Est-ce que vous avez l'impression que les candidats aujourd'hui, Martine Brutsch-Wigraff, sont moins bons ? Non, ça, je dirais pas. Alors ça, je dirais pas, les candidats sont moins bons qu'hier, c'est pas vrai. Mais simplement, aujourd'hui, c'est ce que je dis, on consomme énormément de candidats et on les perd en route, et ça, je pense que c'est au niveau des communes, surtout, il y a un problème. Je vais prendre un exemple très concret qui se voit sur votre graphique. Prenons l'UDC de zurichoise, l'UDC de Christophe Blocher. On est sur le problème de recrutement. Et puis, voilà, le problème de recrutement. Aujourd'hui, si vous regardez la liste de l'UDC zurichoise, vous avez mentionné M. Coppel, que d'aucuns qualifient. Mais justement, je reviens sur le Suisse romande. Mais par exemple, dans votre graphique, on a vu tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un petit problème de recrutement à l'UDC ? C'est une question de temps. Regardez. M. Blocher a été élu au Parlement fédéral en 1979. La progression de l'UDC que vous avez mentionnée, elle date de 95. Il s'est passé 20 ans entre les deux. L'UDC en Suisse romande, elle a commencé sa progression il y a 15 ans. Donc ça prend du temps. C'est toujours une question de temps pour arriver à maturité. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne contestera la qualité des candidats que l'UDC Zurich propose. Mais si on prend le tout premier élément de M. Blocher de cette progression-là, 79 l'élection, il est devenu une personnalité en 92. Ça fait quasiment 4 législatures. C'est ça prend du temps, la politique, ce que je disais. C'est ça, c'est sur la durée que ça se fait, ça prend du temps. Mais si on prend un peu de recul et de hauteur, on voit que dans une démocratie comme la nôtre, les forces fluctuent. Ça monte, ça plafonne, ça stagne, puis ça redescend. Et on va chez les Verts, ça ne monte pas beaucoup. Non, mais on a eu des montées et ça redescend. Non, mais je veux dire, il faut voir que c'est comme ça. C'est vallonné, c'est les montagnes russes, sans faire d'allusion politique. C'est comme ça dans de nombreux partis. Ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas se laisser prendre dans des situations de stratégie, dans des enjeux de stratégie, dans des enjeux de communication, dans des enjeux de comment paraître, comment choper les gens. Il faut avoir des convictions en politique. Déjà. Et puis, il faut s'y tenir. Et aujourd'hui, par rapport à l'évolution du monde, les grands enjeux environnementaux, et c'est les jeunes qui sont interpellés là-dessus, il vous faut des convictions et les tenir. Vous pouvez les exprimer dans une sensibilité de gauche, dans une sensibilité de droite, mais pour moi, l'enjeu fondamental, il est là. Alors, dernière question que j'ai encore envie de poser ce soir. Est-ce que la politique, dans le fond, c'est pas devenu un job comme un autre, un job où il y a un revenu, les parlementaires touchent aussi un revenu à Berne. J'aimerais qu'on découvre ces chiffres ensemble. Les indemnités des parlementaires au Conseil national, ce sont des moyennes par année. C'est 133 000 francs en moyenne par année de revenus, dont 56 000 d'indemnités diverses pour le logement, le repas ou encore les déplacements à Berne. Si vous êtes élu sénateur, c'est un petit peu plus, 152 000 francs par an, dont 62 000 pour les frais divers. Ça, ce sont pour les indemnités, c'est non imposable. Alors, c'est vrai que c'est assez confortable. Luc Bartassa, vous qui avez été parlementaire, est-ce que pour vous, c'était important quand même, non, alors ce pas revenu? du tout. Moi, je gagnais très bien ma vie. J'avais 2 entreprises, l'entreprise familiale, une que j'avais fondée avec un associé. Oui, le Conseil national me faisait perdre de l'argent, parce que je n'étais pas au boulot. C'est mon associé qui comblait. Quand vous avez payé votre assistant parlementaire, vous avez payé votre hôtel,
mutuelle, quand vous payez vos déplacements, parce qu'on dit qu'ils ont l'abonnement général gratuit, c'est 4 000 francs, on paye tout. Et puis je m'excuse, moi j'étais plutôt autour des 120 que des 150, mais enfin bref... 150 c'est pour les sénateurs, voilà, là c'est 133 pour le Conseil j'avais national. fait le tour, alors oui, alors l'expérience, le plaisir pour celui qui aime, et puis Berne c'est une vie exceptionnelle, vous êtes vraiment au cœur des choses. Ici je suis à l'exécutif de Genève, on essaye de faire des choses sur le terrain, mais à Berne, tous décident à Berne, et je le dis même à mes collègues du Conseil d'État qui ne se rendent pas compte que le rôle à Berne est bien plus important que celui d'un conseiller d'État. Nous, on dépend de ce qui se passe à Berne, et d'avoir été à Berne, je crois que ça n'a pas de prix. C'est exceptionnel d'avoir vécu 10 ans à Berne. Du plaisir comme parlementaire. Du plaisir et les convictions et les idées, ils passent là-bas. Un job comme un autre, Martine Braun-Schmidt-Grave. Est-ce que la politique, c'est devenu un job comme un autre? Non, ça ne l'est pas et ça ne doit pas l'être. Et ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'avoir conscience. Et c'est pour ça que j'utilise toujours le mot fonction et pas le mot poste. C'est pas les élus politiques n'occupent pas des postes, ils occupent des fonctions, ce qui est totalement différent et ce dont on doit se souvenir. Et le pire qui pourrait arriver, je pense, c'est vraiment d'avoir un Parlement de professionnels. Parce que là, il y a d'autres problèmes qui se poseraient, y compris qualitatifs, parce qu'après, vous avez un problème aussi de placement, entre guillemets, professionnel des élus, et ça aboutit en général à des résultats qui sont beaucoup moins bons aussi. Après, que les infrastructures soient correctes pour permettre à chacun d'exercer une profession, et que des professions, comme moi je me souviens des paysans qui venaient de certaines régions de l'Oberland bernois ou d'ailleurs le matin, après avoir déjà travaillé chez eux, gouverné, comme on dit, et c'est vrai, toi tu le sais, tu en as connu aussi, c'est pas facile et ça demande beaucoup de courage et beaucoup de volonté, mais ça apporte aussi beaucoup dans un Parlement. Puis la vie de famille, les heures de sommeil... Non, enfin, aujourd'hui, parce que moi je suis député, je suis donc conseiller municipal, et moi ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les choses se complexifient de plus en plus. Aujourd'hui, vous faites partie d'une commission des travaux et construction, vous recevez des rapports de 800 pages. Donc je veux dire, c'est pas seulement une question que vous êtes en plénière, qu'on nous voit à la télé, etc. C'est qu'il y a tout un travail derrière. Donc j'imagine qu'à Berne, c'est beaucoup plus puissant encore. C'est de la folie parce qu'il y a Roger Gollet justement qui me parlait de ça. Il est à la commission de sécurité. Il me dit, mais tu te rends même pas compte les rapports qu'on reçoit. C'est pour ça que vous n'êtes pas candidat à Berne, non, M. Medeiros? Parce que peut-être, non, j'ai pas envie. J'ai mes affaires qui sont assez importantes. Vous savez, je gagne pas de l'argent dans la politique. Et un petit peu comme lui qui disait tout à l'heure, moi je perds de l'argent. Parce que quand je suis là, je ne peux pas être en train de faire affaire. Mais moi, ce que je voudrais venir, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un danger pour la démocratie, et ce danger-là, il est simple. C'est comment recruter pas les bonnes personnes, parce qu'après, c'est le peuple qui fait le tri. C'est tout simplement déjà les personnes. Aujourd'hui, vous avez certaines communes vaudoises que le Conseil d'État est obligé d'obliger les gens, les habitants, à reprendre les mandats des stands parce qu'il n'y a pas de candidat. Simplement, les gens ne se candidatent plus parce que ça est devenu très lourd. Vraiment très lourd. Donc, ce n'est pas limité de 150 francs par séance, etc. En tout cas, à Berne, ça attire beaucoup de monde. François Chérix, d'un mot pour conclure. Moi, c'est certainement pas un job comme les autres, tout à fait d'accord, mais c'est un job. C'est-à-dire que c'est maintenant une activité qui exige de grandes qualités professionnelles, d'engagement, de compétences, de sérieux, et certainement plus qu'auparavant. Et donc, dans ce sens-là, il y a une forme de professionnalisme au sens de la conscience professionnelle. Très bien. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nouveau débat d'actualité, Infrarouge. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. On se fait un selfie avec...